Bonjour et bienvenue à l'émission Aux côtés des proches aidants. Si vous vous occupez d'un aîné et que sa perte d'autonomie s'alourdit, par exemple à cause de l'évolution de sa maladie, il est normal de songer à lui offrir un nouveau milieu de vie mieux adapté à son état de santé. Que cette étape soit souhaitée ou imposée, elle amène toujours un flot d'émotions et plusieurs deuils seront à faire, tant pour vous que pour votre proche. Par exemple, même si vous êtes à bout de souffle, peut-être ressentez-vous de la culpabilité. Quant à l'aîné dont vous prenez soin, il aura peut-être de la difficulté à accepter le changement de milieu de vie, mais il devra s'y adapter. Pour en parler, nous recevons Madame Julie Massé, travailleuse sociale au CLSC des Bois-Francs. Bonne émission! Bonjour Madame Massé. Bonjour Madame Gourde. Vous allez bien? Oui, très bien. Je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Oui, merci. Donc vous travaillez au CLSC des Bois-Francs, c'est bien ça? Oui, je suis travailleuse sociale au soutien à domicile au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Parfait. Dites-moi, lorsqu'on parle d'épuisement d'un proche aidant, quels services sont offerts? OK. Bien, tout d'abord, on a les différents services au CIUS ou plus précisément au CLSC, mais on travaille en étroite collaboration où on réfère régulièrement également au niveau des ressources du milieu, de la communauté, etc. Donc, les différents services, plus précisément là, pour les proches aidants, on a beaucoup de répit dépannage, que ce soit à l'intérieur de la maison, mettons une demi-journée par semaine, qui peut se faire via un programme d'allocation proche aidant. Donc, on a une entente de service avec la Société d'Alzheimer. On a également des répits qui peuvent se faire à l'extérieur de la maison par petite période, une demi-journée ou une journée semaine au centre de jour, où est-ce que la personne aidée peut faire du maintien de ses acquis, soit au niveau motricité, au niveau aussi fonction mentale et tout ça. Puis on a aussi des répits sous forme de journée complète à l'extérieur du domicile avec l'hébergement temporaire là, qui existe. On a aussi une panoplie d'autres services de prêt d'équipement, de services professionnels par une équipe multidisciplinaire au CLSC. Il y a des entreprises d'économie sociale, notamment au niveau de l'entretien ménager, des organismes communautaires aussi, au niveau de la popote roulante et tout ça, mais le plus populaire, je pense, c'est beaucoup de l'aide à l'hygiène là, qui peut être octroyée par différents modes de distribution. Là, et puis, j'imagine aussi qu'une fois que l'aidé a un dossier au CLSC, les services vont lui être présentés aussi lors de l'ouverture du dossier, les démarches qui vont suivre. C'est bien ça? Tout à fait. Oui. On donne d'ailleurs une belle pochette de présentation avec les différentes ressources. Incluant également un guide de prévention de l'épuisement destiné aux proches aidants. Okay. Donc, vous pouvez le voir ici, c'est quand même un outil important. Oui, important, très utile, très apprécié aussi là, par... Qu'advient-il, en fait, lorsque le proche aidant est épuisé et qui ne peut plus garder son aidé à domicile? Bien, tout d'abord, le travailleur social commence par évaluer les besoins de la personne, cible les ressources pouvant vraiment pouvoir répondre aux besoins. S'il y a lieu, on peut ajouter des services, on peut aussi vérifier différentes alternatives là, qui pourraient faciliter ce maintien-là, soit à domicile, soit dans les résidences privées. Mais la dernière option, c'est l'hébergement public. OK. Puis, en fait, quand on parle justement d'hébergement public, il y a différents types d'hébergement. Est-ce que c'est possible là, de... En fait, comment je pourrais vous dire ça? On parle de différents types d'hébergement pouvant accueillir à long terme une personne. C'est possible? Oui.
Il y a tout d'abord toute la panoplie de résidences privées qui existent. Il y en a un peu partout dans la province. Là. Il y a, à l'intérieur de ces résidences-là, il y a des résidences qui s'adressent d'abord à des personnes autonomes ou semi-autonomes, puis même certaines pouvant même délivrer des services aux personnes vraiment quasiment non autonomes, vraiment à perte d'autonomie. Ça, c'est la première catégorie. Puis pour faciliter la tâche aux familles ou à la personne de se trouver la bonne résidence répondant aux bons besoins, on peut remettre un guide de comment choisir une résidence pour personnes âgées. Donc là-dedans, on parle un petit peu de tout. On établit un budget, on regarde les besoins, on cible différentes résidences. L'idéal, c'est vraiment de les visiter avant d'être rendu en perte d'autonomie. Mais aussi, quand on voit que la tâche d'une maison, c'est long à entretenir, on n'est pas obligé d'attendre d'être en perte d'autonomie avant de déménager. On remet aussi une liste des résidences accréditées par le gouvernement là, pour incluant différents détails là, de chaque résidence. Donc, c'est un bon guide pour outiller le proche aidant et son aidé. Oui. Parfait. Donc, la deuxième catégorie d'hébergement à long terme, on a les organismes sans but lucratif. Eux autres, les gens, souvent, les connaissent un petit peu moins. Nous, lorsqu'on fait l'évaluation des besoins, on peut vraiment en parler davantage. La maison, le Coudrier qui existe à Victoriaville. Et il y a aussi le programme Aide et support aux aînés. Et finalement, il y a l'hébergement public, celle que beaucoup de gens connaissent ou qui connaissent des gens qui sont hébergés à long terme. On retrouve les ressources non institutionnelles, dont les ressources intermédiaires, et aussi les CHSLD. OK, parfait. Et puis, quelles sont les étapes pour en arriver vraiment à un changement de milieu de vie? OK. Tout d'abord, si la personne n'a pas de travailleur social attitré au soutien à domicile, la personne ou son proche doit communiquer avec le CLSC et demander à la réceptionniste de parler à un intervenant social à l'accueil. Cet intervenant-là va prendre en note, va évaluer la demande et nous transférer au besoin cette référence-là. Lorsque le travailleur social au soutien à domicile, comme je fais présentement, on reçoit les demandes, on commence par respecter la priorité des différentes demandes, puis on fait premièrement l'évaluation biopsychosociale de la personne à partir de notre outil évaluation multiclientèle. Parfait. Ensuite, après l'évaluation, la deuxième étape, c'est l'orientation. Parce que lorsqu'on évalue, on se dit, bon, ben vers où qu'on oriente? À la base, le premier niveau, ça le dit un peu, on travaille au soutien à domicile, donc ça vise le soutien à domicile. Donc, on veut outiller, on veut aider les gens à demeurer le plus longtemps possible à domicile, tout en respectant leurs attentes et leurs choix. La plupart des gens, c'est ce qu'ils veulent de toute façon. Tout à fait. Ainsi que leur capacité aussi, j'imagine. Oui. Des fois, ils ont un bon vouloir, mais c'est... Dans le concret, c'est plus difficile. Oui, on ne va jamais à l'encontre de la sécurité. Je veux dire, on ne veut pas compromettre la sécurité de la personne. Quand ça en est rendu là, on tente de respecter la personne, mais non, on ne la laissera pas là à ce moment-là. Et le deuxième niveau, ben, c'est d'orienter vers le public après avoir regardé les différentes alternatives possibles. Et finalement, la troisième étape, c'est la demande d'hébergement proprement dite. À partir de l'évaluation qui a déjà été faite par le travailleur social, on envoie une évaluation, un formulaire CTMSP qu'on appelle au médecin de famille de la personne pour remplir ça. Parce que c'est vraiment, il faut que le médecin vienne expliquer c'est quoi les diagnostics, c'est quoi, au point de vue médical, les besoins de la personne et l'opinion du médecin par rapport à ça. On n'envoie pas n'importe qui là, en CHSLD et tout ça. Puis à partir de là, moi, je transmets une demande formelle au mécanisme d'accès et le mécanisme d'accès va vraiment orienter la demande vers la bonne ressource d'hébergement pouvant répondre aux besoins.
Dites-moi en quelques mots, en terminant, Oui. en fait. Je comprends. Dites-moi, combien de temps on doit prévoir entre l'envoi de la demande et le placement en milieu d'hébergement public? Oui, cette question-là nous est fréquemment Posée, posée, oui. C'est vraiment variable. On ne peut pas donner de réponse claire à ce niveau-là parce que, premièrement, ça dépend des places qui se libèrent, des besoins de la personne, mais aussi de l'urgence de la situation. Donc, dans le cas d'une personne qui est hospitalisée, qui a besoin d'être hébergée immédiatement, ou d'une personne à domicile, puis son état est super précaire, on ne pourra pas attendre l'endroit désiré. Donc, à ce moment-là, on va l'envoyer à l'endroit qui sera disponible, qu'on appelle un endroit de transition, dans l'attente de l'endroit de préférence. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Mme Massé, d'avoir pris le temps de démystifier avec nous, en fait, quelles sont les étapes lorsqu'on pense à un placement. Et merci beaucoup de vos informations. Bien, ça me fait plaisir en espérant pouvoir aider là, les gens de la communauté, surtout les proches aidants. Nous remercions chaleureusement Mme Julie Massé pour sa participation à l'émission. N'hésitez pas à communiquer avec le CLSC de votre région si vous avez des questions quant au choix d'un milieu de vie adapté pour l'aîné dont vous vous occupez. En terminant, rappelez-vous que s'il devient trop difficile de répondre aux besoins de votre aidé, lui offrir un milieu de vie adapté est sans doute la meilleure chose à faire. Des professionnels veilleront à lui prodiguer tous les services qu'elle aura besoin. Vous aurez alors à redéfinir votre rôle de proche aidant si vous avez de la difficulté à franchir cette étape ou à faire certains deuils. Nous vous invitons à téléphoner à l'Association des proches aidants Arthabasca-Érable au 819-795-3577. Nous avons également un groupe de soutien à l'hébergement offert en collaboration avec la Société Alzheimer Centre du Québec, où vous trouverez l'écoute et le soutien dont vous avez besoin. Lors de notre prochaine émission, nous recevons 2 proches aidants qui nous parleront de ce que l'association leur apporte, ainsi que des aspects positifs de leur rôle. Il s'agira de notre dernière émission. Alors, soyez des nôtres. À bientôt! J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée. Des jours on en rira, mais les autres, où tout sera au plus bas.